Merci. Oui, bonjour à tous. Donc Fabrice Matatia, je suis expert au ministère de l'Éducation nationale, à la direction du numérique pour l'éducation. Donc nous, notre travail quotidien, c'est justement en même temps que les jeunes sont de plus en plus dotés de ces outils numériques, aussi bien dans les établissements que chez eux, à la fois de leur apprendre à s'en servir pour le cursus scolaire, mais aussi de leur donner les bonnes pratiques en dehors du cursus scolaire et de leur faire une éducation numérique au sens large. Donc ça rentre parfaitement dans les missions que le ministère s'est données et sur lesquelles il s'est engagé ces dernières années. Donc là, sur la question du droit de publication des jeunes, en fait je partirais sur un des principes fondamentaux qu'on a en droit français, qui est que la liberté d'expression n'est pas absolue. Ça procède depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, où il est écrit que tout citoyen peut écrire, imprimer librement, dans les limites fixées par la loi. Et donc là, on est dans une situation très différente de la situation américaine, où vous savez que le premier amendement à la Constitution donne une liberté d'expression absolue aux citoyens américains. Du coup, il n'existe pas tout ce que nous verrons comme délit de presse. Du coup, c'est un concept totalement inconnu là-bas. En revanche, en France, cette liberté est encadrée. Et cet encadrement, le fait que la liberté ne soit pas absolue, est en France un principe fondateur depuis la Révolution. Donc du coup, si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, en France, tout ce qui est publication relève de la loi sur la presse, c'est-à-dire la loi de 1881, la loi du 29 juillet 1881, qui évidemment a été beaucoup remaniée depuis, ne serait-ce que pour prendre en compte justement les publications électroniques. Donc elle s'applique à toute publication. Elle ne s'applique pas qu'à la presse au sens professionnel du terme, c'est-à-dire qu'il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être journaliste pour en relever, mais ça veut dire que dès que l'on publie quelque chose, en revanche, on en relève. Alors bon, on va pas tout lire, surtout que ça doit pas être très lisible pour vous. Donc cette loi détaille un certain nombre de délits de presse qui seront exposés plus tard. Elle donne aussi un certain nombre d'obligations, toujours dans l'idée que je disais au début, c'est-à-dire que la liberté n'est pas absolue, la loi va en fixer des limites, justement la loi la voici, et donc cette liberté, la liberté implique des responsabilités. Il faut être responsable de ce que l'on fait, il faut répondre de ses actes, il n'y a pas de principe d'irresponsabilité au nom d'une liberté qui serait absolue, et donc du coup pour répondre de ses actes, dans le cadre d'une publication, la loi prévoit du coup qu'il doit y avoir un directeur de la publication. Et la raison d'être de ce directeur de la publication, c'est justement d'avoir quelqu'un qui est responsable de ce qui est publié, mais vraiment responsable du coup au sens de c'est lui qui en endosse la responsabilité, et c'est lui qui va répondre des conséquences si jamais ça pose des problèmes. Alors, bon, il y a un alinéa là sur l'immunité parlementaire, c'est le cas où le directeur de la publication serait un parlementaire. Bon, ça n'a pas d'intérêt dans notre cas, mais directement, parce que je pense pas qu'il y ait des jeunes, des lycéens qui soient des parlementaires. Mais en revanche, ça a de l'intérêt justement pour montrer que on veut vraiment qu'il y ait un responsable, et que si jamais cette personne, de par son statut d'immunité, n'est pas responsable, du coup, la loi prévoit qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc si un député est directeur de la publication, la loi prévoit qu'il doit trouver un co-directeur, parce qu'on doit avoir une personne que l'on puisse attraper. Et donc le député ou le sénateur étant inattrapable, il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc ça montre bien ce principe, on doit toujours avoir quelqu'un qui va répondre des conséquences de la publication. Alors là, c'est le sujet du jour, c'est-à-dire que la loi prévoit du coup que ce directeur doit être majeur. Donc là, bon voilà, ça c'est le sujet du jour. Et il doit avoir la jouissance de ses droits civils, n'être privé d'aucun droit civique par aucune condamnation judiciaire. Donc l'idée est bien là, il faut qu'il y ait quelqu'un pleinement responsable et pleinement capable de répondre du coup de tout ce qui pourrait clocher dans la publication. S'il vous plaît. Alors, donc du coup, la responsabilité, c'est évidemment la responsabilité devant un tribunal. Ça peut être aussi des responsabilités comme l'obligation de rectification. Donc du coup, d'avoir des obligations. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que dès que quelqu'un est cité dans une publication, il a un droit de réponse et le directeur de la publication a l'obligation d'insérer ce droit de réponse. Bon, évidemment, c'est encadré par la loi, il y a du formalisme, il y a des conditions, mais voilà, ça veut dire que ce responsable, il sert aussi à être l'interlocuteur et du coup à devoir faire certaines choses.
Donc ce directeur de la publication, du coup, il endosse la responsabilité de la publication, de tout ce qui est dedans. Et ça veut dire, dans le cas d'un journal où vous avez un directeur de la publication et plein de rédacteurs, que c'est bien le directeur de la publication qui est, aux yeux de la loi, le seul considéré comme le seul auteur des éventuels délits qui seront contenus dans la publication. Les différents journalistes qui sont dedans et qui vont signer les articles ne viendront qu'en second rang. Ils seront considérés comme complices, mais l'auteur principal, ce sera le directeur de la publication. Mais pour parler dans le numérique, on a un cas. Alors ça concerne pas des jeunes, ça concerne en revanche des parlementaires d'ailleurs. On a le cas de la maire d'une ville qui a le blog municipal de la ville, sur laquelle, donc elle est directrice de la publication du blog municipal, sur laquelle elle publie une lettre du sénateur de la ville qui diffame un opposant. Donc l'opposant porte plainte, diffamation, en effet, il obtient gain de cause. Et donc du coup, c'est bien, même si la lettre est parfaitement, l'auteur de la lettre est parfaitement identifié, c'est une lettre signée par quelqu'un qui a signé le sénateur de la ville. Mais c'est donc bien la maire de la ville qui a publié ça sur son blog, qui a été condamnée pour diffamation. Et l'auteur de la lettre, en tant que sénateur, d'ailleurs, il pouvait pas, du coup, il aurait jamais pu être directeur de la publication, mais du coup, il a été considéré comme complice seulement. Donc ça montre bien que ce directeur de la publication, il endosse les bêtises faites par les autres. Donc c'est une responsabilité à laquelle il faut penser. Si jamais justement on veut abaisser l'âge du directeur de publication, est-ce qu'il doit être prêt, du coup, si c'est un journal de lycéens, il doit être prêt à endosser les bêtises de ses camarades. Alors, parmi les bêtises possibles dans un journal, il y a toute la flopée des délits de presse, donc tout ce qui va être provocation à la haine, à la violence, à la discrimination, l'apologie de crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Alors les peines prévues peuvent être très lourdes, ça va jusqu'à 5 ans de prison, 45 000 € d'amende. On verra que dans les faits, c'est pas vraiment appliqué jusqu'au maximum. On compte également la contestation de crimes contre l'humanité et puis l'injure et la diffamation. Alors ça, c'est pour toute publication en général. Donc ça peut être donc du coup un journal, ça peut être un blog, ça peut être une page Facebook, ça peut être n'importe quoi qui est rendu public. Alors si justement on entre dans le cas des publications électroniques, alors une publication électronique, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une publication électronique? Est-ce qu'un mail est une publication électronique? Est-ce que une télévision sur Internet est une publication électronique? Donc il y a tout un problème déjà de catégoriser et d'arriver à caractériser ce que l'on va entendre par là. Alors on va dire qu'un mail, si c'est dans un groupe fermé de personnes, c'est un échange privé. Donc dans un échange privé, il n'y a pas de délit de presse possible, puisque justement, par définition même, ce qui est privé n'est pas public. Donc les mails ne sont pas là-dedans. Inversement, tout ce qui est télévision, service de télévision en ligne, ça va relever plutôt, c'est considéré comme de l'audiovisuel. Nous, on va plutôt se tourner sur ce qui est publication électronique. Donc, ça veut dire qu'on communique au public sur un support électronique, des signes, des signaux, des écrits, enfin, toutes sortes de messages, quelle que soit la forme qu'ils prennent, mais qui ne vont pas avoir le caractère d'une correspondance privée. Et donc là aussi, de nouveau, la loi prévoit qu'il faut un directeur de la publication. De nouveau, il doit être majeur. Et si jamais la publication est faite par une personne morale, évidemment, naturellement, ça va être le directeur, le président, enfin le dirigeant de la personne morale qui va endosser ce rôle. Donc là, et de nouveau, la loi prévoit que c'est ce directeur qui endosse bien la responsabilité de toutes les bêtises qui pourront être publiées sur ce support, et donc ce sera lui l'auteur principal en cas de poursuite judiciaire. Alors il y a un principe de cascade, c'est-à-dire que si jamais on trouve pas le directeur, dans ce cas-là, l'auteur quand même viendra en deuxième rang pour répondre de ses actes. Et puis, alors, justement, ce qu'apporte de nouveau le numérique par rapport au papier. En papier, vous aviez une rédaction, donc ça veut dire que le directeur de la publication pouvait exercer un contrôle sur ce qu'il publiait.
Normalement, avant d'imprimer, il devait quand même valider tout ce qu'il y avait. Et c'était ça qui justifiait vraiment sa responsabilité, parce que normalement, il avait donc tout validé et tout accepté. Tandis qu'en électronique, c'est pas pareil. Vous avez des blogs avec des espaces de commentaires. Des tas d'internautes peuvent écrire des choses, et on est bien conscient que le directeur de la publication ne va pas valider chaque commentaire de chaque internaute. Donc on voit que la machine n'est plus aussi bien surveillée. Alors là, du coup, la loi en tient compte. Le responsable de publication n'est pas responsable de tous les commentaires de tous les internautes, justement. Ce que la loi prévoit, c'est que si jamais certains commentaires sortent des clous et contiennent du coup des diffamations, des injures, etc., le responsable de la publication, le directeur de la publication n'en est pas responsable. En revanche, quand on lui signale que ces commentaires sortent des clous, là, il doit les retirer promptement. Donc sa responsabilité, c'est de réaction, une responsabilité de réagir et de faire le ménage quand on lui signale qu'il y a un problème. Alors, là, donc la question, c'est que quand un contenu est un peu litigieux, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc là, on a des prises de position du Conseil constitutionnel qui dit que sa responsabilité est engagée quand le contenu est manifestement illicite. Donc là, s'il n'y a aucune hésitation à voir que c'est du contenu illicite, il doit retirer. Par contre, si le contenu est un peu limite, là, dans ce cas-là, ça peut éventuellement justifier qu'il va falloir savoir, éventuellement aller devant un juge, savoir s'il faut le retirer ou pas. C'est moins, du coup, sa responsabilité sera moins engagée. Suivant. Alors, oui, alors, là, c'est l'article de la loi sur la confiance pour l'économie numérique, qui donne bien ce principe de manière très large pour tout ce qui est qualifié d'hébergeur, donc tous les services qui permettent de publier des contenus en ligne. Pour tous ces contenus, leur responsabilité n'est pas une responsabilité de surveillance préalable, mais c'est une responsabilité de retirer les contenus dès qu'on leur signale qu'ils posent problème. Voilà, là c'est écrit en toutes lettres, les hébergeurs sur Internet ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance préalable. Ça pose quand même une question d'ailleurs lorsque on propose un service où il y a des espaces où les internautes peuvent déposer des commentaires, c'est la question de la modération. Est-ce qu'un blog doit être modéré ou pas? Et du coup, est-ce qu'on prend plus ou moins de responsabilité en modérant ou pas son blog? Et en fait, là il y a un piège. Le piège, c'est que si vous ne modérez pas votre blog, donc vous laissez les internautes publier n'importe quoi, du coup, la loi prévoit bien que vous n'êtes pas responsable de ce qui a été écrit, et vous attendez qu'on vous signale qu'il y ait des choses qui posent problème, et là, vous les retirerez. Donc, vous êtes confortable, vous n'avez qu'à attendre qu'on vous signale les problèmes. Par contre, si vous modérez votre blog, ça veut dire que vous visez chaque message. Alors là, par contre, si vous en laissez passer un qui pose problème, vous devenez le responsable, parce que vous l'avez modéré et vous l'avez accepté, vous l'avez validé. Donc plus vous modérez votre blog, plus vous êtes responsable aux yeux de la loi. C'est une position qui est un peu paradoxale. Plus vous faites d'efforts, plus vous prenez de risques. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres obligations qui sont posées par la loi pour les différents services qui permettent la publication de contenu. Par exemple, le fait de détenir et conserver les données de connexion aux fins d'enquête ultérieure, si jamais justement il y a un contenu qui pose problème, si jamais la justice veut faire une enquête dessus, il faut qu'il y ait des données de savoir qui a créé ce contenu. Parce que justement, les commentaires ne sont pas signés toujours avec le nom de l'auteur. Donc il faut pouvoir récupérer l'adresse IP, les données de connexion. Donc il y a une obligation là de conservation. Donc c'est toujours dans la liste des obligations qui s'imposent aux différents responsables. Et là, pareil, si on veut donner aux jeunes plus de responsabilités, est-ce qu'on va aller jusqu'à leur donner aussi des responsabilités techniques de devoir conserver des informations sur tous les gens qui ont contribué à leurs médias de publication? Aux yeux de la loi, si on leur donne toutes les possibilités, il va falloir leur donner tous les devoirs qui vont avec. Alors, justement, concernant les mineurs, je pense que les orateurs suivants vont plus exposer ce point. Donc, en effet, la responsabilité civile et pénale d'un mineur n'est pas la même que celle d'un adulte. Il y a des atténuations. De manière générale, en matière civile, ce sont les parents qui sont responsables civilement.
des fautes de leur enfant mineur. Et donc, ça veut dire que les parents vont devoir accepter d'endosser toutes les conséquences éventuelles, au point de vue civil. Et donc, et en matière pénale, comme on l'a dit, ils ont le droit d'aller en prison, mais de manière atténuée. Donc là aussi, dans le principe d'équilibre entre les droits, les devoirs et les responsabilités, donc si on abaisse l'âge de publication, il faut voir comment est-ce que donc si un mineur a plus de droits et peut prendre plus de responsabilités qu'actuellement, il faut voir en termes de répondants, qu'est-ce qu'il va avoir comme plus de risques et plus de responsabilités derrière. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents qui vont prendre plus de risques? C'est une question à examiner. Ensuite. Et donc, pour terminer, justement, là, le fameux décret donc, de 85 qui dit que les lycéens peuvent publier librement dans les établissements. Justement, parce que l'établissement, du coup, est considéré comme un lieu privé, donc c'est pas public, donc c'est pas une publication. Donc du coup, on ne relève pas de tout le droit que je viens d'exposer. Et donc là, c'est un sujet qu'on va pouvoir creuser, c'est-à-dire est-ce que justement l'établissement est-il vraiment un lieu privé ou public? Et donc, enfin, le principe en pratique, c'est que on laisse les lycéens publier, enfin, mauvais mot, on laisse les lycéens diffuser des publications dans l'établissement parce que justement ça n'en sort pas, donc c'est pas considéré comme public. Et donc du coup, il y a cette dérogation, cette situation actuelle dérogatoire où dans l'enceinte de l'établissement, ils peuvent diffuser des écrits, mais ils ne le peuvent pas à l'extérieur. Alors ça permet du coup aux responsables d'établissement d'avoir un certain contrôle et justement d'arrêter la diffusion si jamais ils estiment qu'il y a un problème. Et du coup, on peut se dire que le dommage aura été limité puisque ça n'est pas sorti dans le grand public. Ça pose la question justement de savoir est-ce que, donc là on reste en papier, est-ce que ça a encore un sens dans le numérique? Ou si les élèves décident de créer la page Facebook de la classe de Terminal 3 de tel ou tel lycée, là cette page Facebook, est-ce qu'elle va rester dans l'établissement ou pas? Et du coup, quel va être son statut? Donc là, on voit qu'on n'est pas très adapté à l'ère du numérique, ça va poser des nouvelles questions. Donc toute la question est de savoir, donc est-ce que cette circulaire continue à être suffisante et à bien correspondre à la situation d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut changer cette circulaire-là, ou alors est-ce qu'il faut changer la loi? Ça, ce sont les questions qui sont ouvertes. Je pense qu'on va pouvoir les traiter ce matin.